Ok. Je suis hyper chanceux, je viens d'avoir l'autorisation de retirer mon masque. Je compatis avec vous qui ne pouvez pas le faire. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être tous là pour suivre ce sujet qui, à mon sens, est très intéressant, mais vous pourrez me dire à la fin si ça l'était vraiment. C'est la question de comment est-ce que le groupe Colas a mis en place une démarche pour reconstruire sa démarche RSE avec ses collaborateurs et même plus généralement avec ses parties prenantes. Alors, juste en introduction, je m'excuse parce qu'on n'avait pas organisé cette présentation de manière à ce que je sois tout seul, puisque du coup, les équipes de la direction RSE de Colas, et notamment la chef de projet Bérangère, avait prévu d'être là avec moi et elle a eu un souci de santé. Et du coup, elle s'excuse. Mais comme on a travaillé main dans la main avec elle pendant ces derniers mois, je vais vous partager ce cas d'usage avec autant d'enthousiasme qu'elle aurait pu le faire. Et puis, bien sûr, je répondrai à toutes les questions et je m'efforcerai de trouver les réponses à sa place. Pour le coup, le sujet n'en est pas moins intéressant. Donc, co-construire une démarche RSE avec ses collaborateurs, j'ai essayé de vous partager quels était ce contexte, pourquoi est-ce que c'est venu à l'idée de Colas d'aller se donner ces objectifs-là, quel est le type de démarche qu'on a pu mettre en place pour le faire. Et puis, comme je suis là, à la fin, je vous dirai quand même un petit mot sur Cap Collectif, pourquoi est-ce qu'on était le bon interlocuteur pour travailler avec eux sur ce sujet. Donc, lançons-nous. Colas, petite intro pour ceux qui veulent une mise en contexte. C'est une filiale du groupe Bouygues, un leader mondial de la construction, l'entretien des routes. Il y a quelques chiffres qui donnent un petit peu la dimension du groupe, 100 000 chantiers par an, 57 000 collaborateurs, etc. Et un groupe qui a fêté ses 90 ans l'année dernière, donc qui a une certaine expérience du sujet et une maîtrise de son secteur. Mais typiquement, si je continue sur le contexte, un secteur, le BTP en quelque sorte, qui est particulièrement challengé sur les questions du développement durable, et c'est pas nouveau, ça se met en place depuis longtemps. L'ensemble de l'environnement autour de Colas pousse pour qu'ils aillent de plus en plus loin sur leurs engagements, sur leur transformation, les clients, les collectivités territoriales, les associations spécialisées, jusqu'aux citoyens en quelque sorte, les attendent au tournant sur leurs modèles économiques et sur la façon dont ils se transformeront. Bien sûr, ils ne découvrent pas ces sujets en travaillant avec nous l'année dernière et cette année sur le sujet. Ça fait depuis maintenant 2009 qu'ils ont une démarche de développement responsable, mais il est suffisamment stratégique et mis à jour régulièrement et la pression en fait devient telle que Colas s'est invité régulièrement à le mettre à jour. Et c'est sur cette mise à jour de cette politique que nous avons travaillé. Je le disais, c'est de plus en plus stratégique et la pression est de plus en plus forte. Donc en fait, cette mise à jour, elle implique de plus en plus de dépasser la pause d'engagement et de rentrer de plus en plus dans une transformation qui est concrète avec des résultats qui derrière sont mis en place dans des calendriers qui sont de plus en plus resserrés. La principale problématique du coup, c'est d'arriver à créer un alignement entre la réelle ambition qu'a la direction de la RSE et même la direction du groupe d'aller plus vite et toute une entreprise de 57 000 collaborateurs sur le terrain qui va devoir le mettre en place, mais pour le mettre en place dans un calendrier serré, va devoir aussi y croire et y mettre de la bonne volonté. C'est là-dessus qu'on essaye de travailler justement à travers cette logique de démarche qui touche tous les collaborateurs. Les enjeux, ils sont là. Diffuser l'importance de ces enjeux à tout le monde, ne pas, typiquement sur les précédentes démarches que Colas avait activées sur ce sujet, ils étaient passés par des méthodes un peu plus traditionnelles, une organisation de dialogue parties prenantes sous la forme d'ateliers qui les a beaucoup aidés à affiner leurs projets, etc., mais qui n'a pas forcément permis de diffuser à tous l'importance et surtout les impacts qu'auraient ces prises d'engagement sur le métier et sur le quotidien de chacun. Et puis qui dit volonté de se transformer à court terme, dit nécessairement efficacité décisionnelle, puisque là, dans ces cas-là, on va aller chercher à combattre les éventuels blocages qui peuvent être créés quand on lance une politique de transformation. On n'a pas le temps de se permettre d'avoir des blocages dans ces cas-là. Et ces blocages, en fait, c'est là où la démarche de consultation en amont, elle est en mesure de nous les éviter. Donc,
Finalement, les objectifs qu'on s'est donnés, c'est bien sûr de définir les enjeux de la nouvelle politique de développement responsable, cette fois-ci en incluant les parties prenantes dans leur globalité et surtout en se donnant l'objectif de massifier la participation, ne pas se dire que en se contentant d'une représentation des avis de chacun, on allait être en mesure, bien sûr, ça allait nous aider à prendre des meilleures décisions, mais là, dans l'occurrence, il faudrait que chacun se sente concerné, puisqu'ils le seront à un moment ou à un autre. Alors voilà, on a mis en place une démarche que je vais vous partager. Très vite, qui a dit massification a dit pour nous passage par le digital, parce qu'on l'a vu, 57 000 personnes dans le monde entier. C'est pas si simple que ça à solliciter. Donc je vais vous montrer un petit peu là, à travers les captures d'écran et des exemples concrets, la plateforme qui s'est mise en place et comment est-ce qu'elle a permis justement de poser un questionnement, un débat autour de ces questions des enjeux qui donc ont permis d'avoir une sorte de collectivement de validation d'un projet qui puisse susciter la mobilisation de tous. Alors puis je vais profiter du fait de vous montrer un peu tous ces choix qu'on a fait pour justifier pourquoi est-ce qu'on a choisi tel méthodo par rapport à tel autre à ce moment-là par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc je l'ai dit, première chose, le premier des choix ça a été de passer par le digital. C'est ce qui nous permettait le plus facilement possible d'élargir le spectre de la participation, de descendre jusqu'au plus lointain de la chaîne et de l'environnement autour de Colas. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est reposé sur une plateforme de participation parce que typiquement cette plateforme, on le voit sur la première capture, elle va nous permettre de valoriser la démarche, de poser une sorte de cadre institutionnel un petit peu officiel en disant voilà, il y a une démarche officielle autour de ce sujet, de partager l'ambition, on le voit là avec un éditorial du secrétaire général, ça a du poids de s'engager derrière cette démarche. Surtout cette plateforme, elle nous permet en fait de poser le sérieux, de poser un cadre, et là on va aller travailler donc sur les engagements, le calendrier, etc., puisqu'il va falloir la générer cette participation. Et la générer, ça passe par le fait de rassurer le participant sur l'intérêt qu'on va porter à sa contribution et l'importance qu'on va donner à son avis. C'est ce que la plateforme nous permet de mettre en avant aussi, hein. C'est de poser nos objectifs et aussi pourquoi c'est stratégique, l'expliciter clairement, et pourquoi est-ce que la participation de tous nous importe. Et là, on va commencer à pouvoir rentrer dans un parcours où on va avoir des gens qui sont arrivés sur la plateforme parfois par pure curiosité, qu'on va essayer de transformer en des gens qui contribuent avec nous à la cause, quoi, en quelque sorte. Alors, une fois qu'on a embarqué justement les participants, on va rentrer donc justement dans le processus de participation. La première des choses, c'est que on a fait le choix d'ouvrir la participation dans des grandes thématiques de questionnement. Donc là, en fait, on le lit mal, mais on va avoir capital humain, éthique des affaires, on va avoir nos produits, on va avoir la gouvernance et les territoires, etc. Là, déjà, ça nous permet de montrer et de faire prendre conscience aux participants et donc aux collaborateurs, aux parties prenantes, de tout ce que touche notre démarche de transformation, que tous ces sujets-là vont être impactés par les décisions qu'on va prendre. Et derrière, ça permet aussi d'aller proposer aux participants de rentrer dans l'espace de discussion qui va particulièrement l'intéresser, puisque parmi les bonnes pratiques que l'on partage avec nos partenaires, celle de laisser une participation qui soit volontaire et pas imposée en fait partie. On part du principe qu'une participation, une contribution pour laquelle on a été forcé de la faire sera parfois ou souvent une contribution biaisée où finalement on ne tirera pas autant de sincérité d'une participation volontaire, sans compter que ça nous permet d'avoir le chiffre de la participation comme un indicateur très intéressant pour savoir à quel point le sujet a été diffusé et est considéré comme stratégique par les collaborateurs dans l'entreprise. Parce que ça, nous, d'expérience, on a travaillé sur près de 800 démarches collaboratives comme celle-ci. C'est souvent la question de à quel point c'est stratégique et à quel point ça me touche moi qui est centrale dans le fait de se transformer en acteur actif ou en lecteur passif de ces démarches-là. Donc c'est un chiffre intéressant.
Donc derrière chacune de ces grandes thématiques, nous avons demandé à la direction RSE de Colas de poser des propositions initiales. Ça, on y reviendra un petit peu. Je vais faire quelques petits focus méthodo ensuite sur pourquoi c'est important de partir de propositions initiales et pas forcément de feuilles blanches. Mais derrière chacune de ces propositions initiales, alors là, pareil, on ne le voit pas très bien, mais en fait, il y a un espace de débat autour de cette proposition pour qu'on puisse, avec les collaborateurs, aller challenger cette proposition. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, alors on a trois manières de participer quand on est participant. D'abord, on découvre l'idée, puisqu'il y a un petit texte. Certains auraient pu, dans certains cas, on peut mettre des photos, des images, des vidéos, etc. Enfin, on pose l'idée sur la table. Et derrière, je commence d'abord par partager mon ressenti. Je suis d'accord, je suis mitigé, je ne suis pas d'accord. Ce qui permet très rapidement, en un balayage de la plateforme, de comprendre qu'est-ce qui fait consensus, qu'est-ce qui fait dissensus, sur quoi est-ce que des grandes tendances sont en train de s'émerger sous nos yeux. Mais derrière, l'idée c'est de dépasser ce simple partage de ressenti, puisque partager un ressenti sur une proposition, c'est une situation assez passive qui ne nous permet pas de dépasser une éventuelle problématique s'il y en a une. Donc là, on vient créer en dessous une architecture où on demande aux gens de justifier leur positionnement en positionnant leurs commentaires en tant que pour ou en tant que contre, de manière à les comprendre derrière. Quand les gens nous ont dit qu'ils étaient pour, est-ce qu'ils nous demandent d'aller plus loin, parce que parfois pour ça veut dire c'est tellement bien qu'on devrait faire le double. Est-ce qu'ils nous demandent de le faire à condition de, est-ce qu'ils nous demandent de le faire mais ils ont peur de ça, donc il faut y être vigilant, etc. À l'inverse, quand ils nous disent qu'ils sont contre, on va se rendre compte que derrière un contre, il y a des indécis, il y a des gens qui disent j'ai mis contre parce que pour le moment dans la situation actuelle, tant qu'on n'a pas fait ça, je considère qu'on ne devrait pas y aller, etc. L'objectif de ces plateformes est avant tout d'être un outil pour le décideur. Derrière la proposition initiale, lui, le décideur, s'il l'a mise sur la table, c'est qu'il y croit en quelque sorte et qu'il espérait le mettre en place. Donc il va pouvoir le mettre en place en l'affinant, en le complétant, voire même, si vraiment c'est un tollé sur le site, en la mettant de côté, parce que l'objectif aussi, on l'a dit, donc c'est de pouvoir derrière mettre une politique qui puisse nous permettre d'accélérer. Donc si on se rend compte sur la plateforme que 80% des propositions sont soutenues et 10% c'est un débat et 10% sont rejetés, si on veut aller vite, on peut très vite mettre de côté les 10% et dire sur les 80% on les met en place dans les 6 prochains mois. Et là pour le coup on n'a pas perdu de temps. Et ça c'est assez intéressant. Donc, du coup, pour rentrer un peu plus dans ce détail-là, je voulais faire deux petits points méthodologiques qui me semblaient intéressants. Le premier, c'est comment est-ce que sur une plateforme comme celle-ci, on essaye de maximiser la participation, puisque c'est ça le cœur du sujet. C'est une chose de se dire on va demander l'avis des gens, c'est complètement différent de réussir à les recueillir. Ça implique d'abord, bien sûr, je l'ai dit, la première des choses, si on veut maximiser la participation, le digital, c'est une bonne idée par rapport à ce qu'on pourrait faire en atelier. J'ai souvent l'exemple de gens qui me disent on est super content parce que on a fait une politique et on a créé 30 ateliers de 10 personnes. Du coup, il y a 300 personnes qui ont participé, c'est génial. Ah, vous êtes un groupe de 7500, ça fait quand même 7200. Vous considérez qu'ils seront d'accord avec les 300 autres, quoi. Peut-être qu'ils le sont, d'ailleurs. Si vous avez bien travaillé votre représentativité, ils seront sûrement d'accord avec eux. Mais si jamais il y a parmi ces 7200 une petite équipe à leur échelle qui considère que le projet va pas dans le bon sens, ils s'empêcheront pas de venir le dire et d'expliquer qu'on l'a fait dans leur dos et que eux ils ne participeront pas ou ils ne feront pas les efforts nécessaires pour le faire. Et là on rentre dans ce qu'on se disait au début, le fameux blocage dont on n'avait pas le temps de se le permettre, quoi. Donc là ça on va essayer le digital il nous permet d'aller là-dessus. Donc bien sûr l'accessibilité, alors bien sûr une plateforme ça nous permet de rendre les choses plus faciles, on met en place des SSO, des choses comme ça, bon tout le monde peut, tous ceux qui sont en tout cas devant un ordi peuvent s'y connecter, mais alors là quand on travaille avec un groupe comme Colas, se pose la question de oui mais il y a des gens ils n'ont pas d'ordi, il y a même des gens ils n'ont pas d'adresse mail dans le groupe. Il n'y a pas toujours de solution miracle. C'est un peu le point
faible d'une démarche participative. Le digital, c'est un levier qui nous permet de massifier. Il ne nous permet pas de toucher 100%. Alors du coup, on travaille sur des hybridations. Ça peut passer par un travail de cascading managérial pour qu'à travers le manager, on puisse diffuser à des gens qui n'avaient pas accès à cette information-là l'existence de cette démarche et leur proposer sur des temps de pause ou sur des temps de travail en équipe de venir découvrir la plateforme et de prendre le temps d'y participer. Des fois, ça peut se faire de manière hybride entre des ateliers présentiels et ce qui se passe sur la plateforme. Mais dans tous les cas, si on fait des choses à l'extérieur de la plateforme, ce qui est important, c'est de venir y déposer le compte-rendu sur la plateforme pour qu'en fait, ce lieu reste cette fameuse espace de transparence qui assure une traçabilité, un espace de confiance entre toutes les parties prenantes et l'organisation. Parce que l'objectif de ces plateformes, c'est quand même qu'à la fin, quand on prend des décisions, on puisse à tout moment, même 1 an et demi après, quand on dit mais pourquoi on a fait ça, c'était une erreur, revenir en se disant mais pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'en fait collectivement on y a cru quoi. On y a cru sur cette plateforme, on a pris le temps de questionner, de regarder les points faibles de ce sujet, etc. Et puis finalement on s'est lancé. Et ça a du sens pour tout le monde et en tout cas ça facilite la mise en place d'une situation de confiance quoi. La contextualisation, je l'ai dit, la plateforme, ça nous permet d'avoir des espaces sur le site pour aller partager des infos en plus pour venir s'informer sur le sujet. Voilà, c'est des sites qu'on crée sur mesure, donc on peut mettre autant de pages qu'on veut de mise en contexte, renvoyer vers d'autres plateformes, etc. Enfin, on est vraiment dans une démarche comme ça où on n'est pas uniquement dans un processus où voilà le sujet, répondez à d'autres questionnaires. Mais on peut créer un parcours en amont de sensibilisation ou de montée en compétence sur le sujet. Et puis, la crédibilité, ça fait vraiment partie des engagements, des bonnes pratiques sur lesquelles on insiste beaucoup, mais les engagements, c'est vraiment central. Là encore, d'expérience, on a beaucoup fait de ce type de démarche. Si on n'est pas en mesure, avant de lancer une démarche de participation, de dire aux gens ce qu'on va faire de ce qu'ils nous donnent ensuite, autant ne rien lancer. J'ai quasiment jamais vu des gens qui ont réussi à rattraper le retard ensuite et à faire mieux que ce qui n'était pas prévu au début. C'est plus souvent l'inverse. Ce qui arrive en général, c'est qu'on se fait dépasser par ce que les gens nous demandent de faire ou nous proposent de faire, et puis finalement tout le monde est frustré. À commencer par les participants qui, eux, pensaient qu'enfin on allait leur demander leur avis et qu'il allait se passer des choses à l'échelle de leur organisation. Et puis le décideur qui, parfois même, du coup, par faute de cadrage et d'avoir pensé en amont ce qu'il allait en faire, se retrouve à se faire déposséder de son sujet parce qu'il n'a pas assez cadré le sujet et que du coup, en fait, on va avoir des gens qui lui disent on pourrait aller vers B, alors qu'en fait, lui, dans sa tête, il voulait aller vers A. Et ça, c'est contre-productif pour tout le monde. Nous, j'y viens justement sur ce deuxième point méthodo, c'est-à-dire c'est une chose d'amener des gens sur une plateforme et de leur dire on participe, c'en est une autre encore que la participation soit utile et constructive et nous permette de faire des choses concrètes. Parce que c'est aussi assez simple de dire aux gens dites-nous ce que vous pensez du monde de demain. On va avoir des avis qui viennent dans tous les sens, mais quand il va falloir le transformer en politique concrète et en une première action symbolique de tout ça, on va être bien embêté. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, du coup, je viens à ma deuxième bonne pratique qui est le fait de poser des propositions initiales. Nous, c'est un petit peu méthodologiquement ce qu'on conseille. Poser une proposition initiale, ça permet de montrer que le sujet, il est pris au sérieux et qu'en fait, on n'est pas en train de se dédouaner en disant « Ah bah ouais, c'est quand même notre boulot, nous, à la direction RSE, de faire une politique RSE, mais comme on n'a pas d'idées, vous allez les donner à notre place. » Ça marche pas, c'est pas sérieux. Vous êtes une direction RSE, donc bien sûr que vous savez à peu près où vous voulez aller. Donc vous le mettez en valeur. Bien sûr, ensuite, poser des propositions initiales, ça vient partager un petit peu l'ambition. Et surtout, ça vient vulgariser ces sujets et sensibiliser autour de ce qui va se passer. Et puis, troisième moment, ça vient quand même cadrer le débat. Parce que nous, d'expérience, quand on arrive sur une plateforme et qu'on a des propositions initiales qui sont soumises, bien sûr, on va aussi nous proposer de faire des propositions alternatives. Mais dans 90% des cas, on va commencer par aller donner notre avis sur les propositions initiales. Et ça veut dire que les gens participent autour d'un sujet de discussion qui est potentiellement faisable. Parce que si j'ai mis la proposition initiale sur la table, c'est que dans ma tête, je pensais qu'on était en mesure de l'appliquer. Et ça, c'est gagnant-gagnant.
Parce que moi, même si je suis un peu frustré en tant que participant, parce que j'aurais aimé dire « Ah oui, mais j'aurais aimé qu'on aille dans un sens complètement inverse », si de toute façon ma direction, elle se sentait pas en mesure d'aller dans ce sens-là, je vais pouvoir le crier aussi fort que je veux, il y a très peu de chances qu'on le fasse. Mais par contre, si je suis en mesure de dire vous voulez aller dans ce sens-là, mais faites attention à ce point-là, peut-être qu'il faut réduire la vitesse, ou peut-être que vous devez prendre en compte tel sujet, etc. Enfin, en tout cas, on est en train de parler de sujets qui sont concrets et qui vont être suivis des faits. C'est parfait pour le décideur parce que du coup il a recueilli une masse d'informations qui l'aide à affiner sa position, et finalement c'est aussi utile pour le participant parce que sa contribution elle a vraiment aidé, quoi. Elle a vraiment servi à ce qu'une décision, une politique derrière soit meilleure, et pas juste à dire on aurait pu aller là alors qu'en fait on sait tous qu'on n'aurait pas pu aller là, quoi. Enfin, ou en tout cas si on explique bien le contexte et qu'on montre bien les limites de notre champ des possibles, on se rend tous compte qu'on n'aurait pas pu, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Derrière, nous, on s'intéresse à la question de la problématisation. Notre objectif, c'est de mettre le participant dans la position du décideur. Donc ça veut dire que ça implique qu'on ne le mette pas dans une situation où on lui demande juste de partager son ressenti, parce que sinon, c'est vraiment beaucoup trop passif. Moi qui suis décideur et qui ai la science infuse, j'ai pensé qu'on pouvait faire ça. Dis-moi ce que tu en penses. C'est déjà bien, mais finalement, ce n'est pas très responsabilisant pour le participant, alors que finalement, lui, il en a des responsabilités, le participant, parce que très concrètement, sur le terrain, il va devoir appliquer des choses derrière. Donc typiquement, le fait de créer des problématiques, ça va nous permettre justement de mettre notre participant à la place du décideur qui est censé prendre des décisions concrètes face à des problématiques qui existent et qu'on doit se partager. Cadré, je l'ai dit, on crée une architecture de débat autour de propositions initiales, et finalement, là aussi, vous l'avez vu, on demande aux gens de se positionner pour ou contre. Ça, c'est hyper intéressant, parce que on ne permet pas à quelqu'un d'aller dire à éventuellement Laurent, qui est contre, qui a donné un avis pour dire je suis contre l'idée 1, on ne permet pas à Sophie d'aller dire que Laurent a tort, parce que ça ne nous intéresse pas. L'architecture, elle ne nous le permet pas, c'est pas un forum, c'est pas un réseau social, c'est pas un match en mode qui de Laurent ou Sophie aura raison sur ce sujet-là. Ce qui intéresse le décideur qui organise cette démarche, c'est d'avoir le maximum de positions, d'avis, d'idées autour de sa proposition pour l'enrichir. Donc finalement, Laurent et Sophie peuvent se donner rendez-vous à la machine à café s'ils veulent, mais pas sur la plateforme, parce que on a vu sur les réseaux sociaux, etc., ce que ça pouvait donner de leur laisser cette liberté-là, etc. Donc ce cadre, il n'est pas seulement un cadre en disant vous allez parler que des propositions initiales, il y a aussi un cadre d'une règle du jeu de la participation. Vous donnez votre avis sur une idée 1. Si vous trouvez que l'idée 1 ne va pas assez loin, bah vous proposez une proposition alternative, ça va créer un nouveau débat autour de votre idée 2. Mais il n'y a pas de match à aller chercher. Puis bon, va être documenté, je l'ai déjà précisé, on peut contextualiser autant qu'on veut sur ce type de plateforme. Alors voilà, la démarche, dans le cas de Colas, c'est une démarche qui a duré 6 mois. Ça fait partie des démarches un peu longue, on a fait beaucoup de démarches plus courtes. Là, l'idée sur une démarche comme celle-ci, c'était de pouvoir toucher toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire qu'il y avait la démarche à mener en interne auprès des collaborateurs, la démarche à mener en externe auprès des sous-traitants, auprès des partenaires, des collectivités, etc. Donc tout ça, ça nécessite des plans d'acquisition de participants, enfin des plans de communication, faire savoir que la démarche est là. Alors en interne, c'est toujours beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à mettre en place. Pour une grande partie de ses employés, on a des canaux de communication on ne peut plus directs, qui peuvent être les mails, etc. Pour d'autres qui ne l'ont pas, on a les managers qui nous permettent de le faire savoir. Mais quand on s'adresse à un cercle beaucoup plus large externe de parties prenantes, bon, ça demande à mettre en place un certain nombre de processus pour le faire savoir, sur lesquels on travaille. Et donc dans ces cas-là, on avait fait le choix avec Colas de laisser durer cette plateforme pour se donner le maximum de chances et de temps à nos interlocuteurs de venir s'emparer de ces sujets et de venir contribuer. Donc derrière, c'est des choses qu'on ne fait pas toujours, mais là, comme la démarche était sur un temps assez long, on avait fait une première analyse entre-temps. C'est pas toujours ce qu'on fait parce que en général, si par exemple je fais une démarche de 2 mois, les résultats que je vais avoir au mois 1 ne sont pas forcément
équivalent aux résultats finaux en fait. Parce que ça arrive souvent quand on fait des démarches en interne par exemple, que, je donne un exemple comme ça, les managers s'emparent en premier par exemple de la consultation, donc ce sont les premiers à se jeter dessus et à venir donner leurs avis. Et finalement, des fois, les collaborateurs d'un niveau hiérarchique inférieur, ça met plus de temps à arriver jusqu'à leurs oreilles et ils participent dans les derniers moments ou des choses comme ça. Et puis finalement, si on avait fait un relevé des informations que la plateforme nous dit à la mi-temps, fallait pas en tirer des conclusions trop hâtives par rapport à ça, quoi. Mais derrière, donc qu'est-ce que ça donne? Hop, quand on arrive sur des résultats comme ça, la consultation, elle a permis du coup de faire émerger 8 lignes directrices qui sont devenues donc, puisque c'était le but, hein, je rappelle, initial, de dégager les enjeux sur lesquels les engagements sur lesquels le groupe devait se positionner. Donc là, il y en a 8 qui ont été mis en avant parce qu'ils ont su créer un consensus sur la plateforme. Ces enjeux, ils viennent d'être communiqués là, il y a peu de temps. Donc là, maintenant, la direction RSE, elle rentre dans une étape où ça va se traduire en actions concrètes. Il se trouve que sur cette démarche-là, ça a été organisé de cette manière, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les engagements et à partir de ces engagements, ensuite, la direction reprend la balle et le traduit en propositions concrètes. Dans d'autres cas, on aurait pu faire l'inverse, avec des propositions et des engagements qui sont générés par la direction. Et donc derrière, ce sont les propositions concrètes qui sont mises à consultation. Enfin, il y a plein de manières d'organiser ces démarches participatives. Ce qui est intéressant avec une démarche comme celle-ci, c'est d'aller chercher une participation beaucoup plus importante que si on était passé par un atelier. Beaucoup d'idées, on le voit, plus de 6000 contributions. C'est une énorme matière à traduire, à analyser pour optimiser, améliorer sa démarche. Et donc là, pour le coup, on est sur ce qu'on a qualifié avec les équipes de Colas sur une bonne pratique qui peut appeler une suite. Parce que là, pour le coup, on est sur une démarche un peu one-shot, hein, puisque a priori, on ne définit pas ses engagements tous les 6 mois, sinon c'est pas très engageant. Donc si on est amené par exemple à remettre en place ce genre de choses, ça serait à 2 ou 3 ans, quand on voudrait faire une nouvelle mise à jour au vu des évolutions de la société et des attentes de l'environnement, etc. Donc à ce stade, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté et montré, et sinon... S'il nous reste 2 minutes, je voulais aussi vous dire que, en fait, on travaille sur plein d'autres sujets. Partout où nous, Captolectif, à chaque fois qu'il y a un sujet qui nécessite d'être ouvert à tous les gens qui sont concernés par cette décision ou par ce projet de transformation, on est capable de réfléchir avec nos interlocuteurs sur ce qu'on a fait avec Colas, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut traduire ça sur une plateforme pour que tout le monde puisse être embarqué, découvrir les enjeux et l'ambition et participer d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a plein de façons de l'organiser. Mais je reviens à ma proposition. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et oui, merci. Je pense qu'on va le faire sans micro, parce que je crois qu'on ne peut pas faire participer le micro. Alors, pas de micro, je pense, nécessaire. Moi, je me demandais, compte tenu de l'ambition du projet et du nombre de participants potentiels, vous n'avez pas eu le besoin en amont de définir un référentiel commun? Parce qu'on sait qu'on est quand même sur des sujets qui posent problème en termes de taxonomie. Et souvent, ce que l'un appréhende ou comprend sous le vocable RSE, l'autre va partir dans d'autres directions et on sait que... Alors tout à fait, c'est vraiment un sujet hyper intéressant et pour le coup particulièrement pertinent dans ce type de démarche et ce type d'objectif. On est d'accord que l'un des travaux en amont à réaliser, c'est de savoir comment est-ce qu'on vulgarise au maximum les sujets qu'on met à consultation, parce que ça n'est pas... là, l'ambition n'était pas de s'adresser à un public d'experts pour en tirer la substantifique moelle entre gens qui connaissent parfaitement le sujet. Il y avait cette double importance de partager les enjeux à un public qui n'était pas forcément
au fait de ces ambitions-là, et bien sûr de recueillir leur avis. Donc bien sûr, le premier des travaux, quand on a défini ces engagements initiaux, c'est de faire en sorte que ces engagements initiaux soient typiquement lisibles de la même façon par n'importe quel participant. Et là, en plus, avec la difficulté, on a fait une plateforme donc multilingue, d'être en mesure, selon les différentes réglementations dans différents pays, etc., de poser un débat qui concerne tout le monde, quoi. Est-ce que c'est là où vous avez à plusieurs reprises insisté sur la possibilité qu'offre l'outil de contextualiser? Ouais. C'est par ce biais-là que vous avez répondu? Ouais. Alors typiquement quand on... en plus là c'est un truc intéressant parce que quand on a justement des publics différents, on ne le fait pas toujours. Là ici par exemple sur le cas de Colas, l'objectif c'était vraiment de poser le même questionnement à tout le monde, de manière à ce que on puisse confronter les avis ou les réponses à une même question, qu'importe la typologie de personnes. Est-ce qu'on est collaborateur cadre ou collaborateur, est-ce qu'on est partie prenante, etc. Dans d'autres cas, on a tout à fait la possibilité sur nos plateformes de créer différents parcours en fonction de notre interlocuteur, et notamment différents parcours de compréhension ou de sensibilisation avant de l'engager dans un parcours de questionnement. C'est un autre sujet, mais en ce moment on travaille avec La Poste sur la constitution de leur plan stratégique 2030. On a identifié avec eux 12 types de parties prenantes, et donc il y a 12 entrées possibles dans la plateforme, parce que en vrai il y a 12 questionnements différents à l'intérieur de la même interface. Et en effet, on est en mesure de créer des espaces personnalisés en fonction de la typologie de participants, de mise en contexte. Parce qu'on se doute que, dans le cadre de La Poste, l'élu local qui viendra sur la plateforme, il va beaucoup plus intéressé à tel type de mise en contexte que le postier, par exemple, ou que le client final de la banque postale. Oui. Ma question, du coup, c'est en lien avec votre réponse. Donc en fait, les parties prenantes externes ont répondu sur les mêmes pages, entre guillemets, que les collaborateurs, là, pour le cas de... Alors, très bonne question. Là aussi, on a apporté une réponse à cela. On a créé 2 plateformes, parce qu'on a vraiment cloisonné. Le débat qui a eu lieu en interne à Colas devait rester en interne. La plateforme partie prenante externe, c'est une plateforme ouverte par contre, donc du coup qui pouvait s'adresser à tout le monde. Mais ouais, on a créé 2 plateformes dans ces cas-là. C'était plus simple, on aurait pu créer un parcours de connexion à l'intérieur, etc. Mais en fait, on s'est dit, c'est très facile de créer 2 plateformes, 2 URL différentes. Quand on communique vers l'un, on utilise la plateforme 1, sinon dans la plateforme 2. Mais oui, c'est une excellente question, parce qu'en effet, c'est une chose de s'adresser à beaucoup de parties prenantes différentes. C'en est une autre de faire en sorte que personne ne se retrouve dans le débat de l'autre et ne comprenne pas les termes, ne comprenne pas pourquoi est-ce que les gens s'alertent de ça alors que c'est pas des sujets dont on a l'habitude d'entendre parler, etc., quoi. Même si au fond ça pourrait avoir du sens justement de confronter les gens aux réalités des autres parties prenantes. Ça aussi c'est quelque chose de très intéressant que la plateforme peut permettre de faire, parce que quand on répond par exemple à un sondage, on partage son avis. Nous c'est quelque chose on a souvent l'habitude de partager, mais c'est quand même très régulier d'avoir des gens qui sont persuadés, parce qu'ils sont contre une proposition, que la majorité des gens autour d'eux sont contre aussi, quoi. Et l'un des objectifs de ces plateformes, en créant des espaces de transparence, c'est de confronter les gens à une sorte d'avis plus global et à des positions de personnes qui ont une autre réalité vécue que eux, et qui du coup parfois vont être en contradiction. Et on revient sur le fait de se reposer sur une architecture qui les empêche, qui leur permet de se rendre compte de la vie des autres sans forcément rentrer dans un débat qui dégénère, quoi. Oui. Vous avez eu beaucoup de retours des ouvriers au terrain? Ah, alors là, Est-ce que vous pouvez le savoir ou pas? ouais, on peut le savoir, là, en l'occurrence. Et pour être transparent, on a quand même une majorité de managers qui participent sur la plateforme. Et là, clairement, ça fait partie du bilan un petit peu qu'on se partage. On se dit comment on fera mieux la prochaine fois. C'est que il faut vraiment être conscient qu'il y a un investissement de communication interne à déployer si on veut vraiment aller
les toucher jusqu'au bout. Peut-être qu'il faut encore plus faire la démonstration que ça va changer potentiellement leur quotidien de professionnel, de prendre des décisions sur ces sujets-là. Parce que dans d'autres cas, pour partager un autre exemple, on a travaillé sur ces sujets aussi avec la Compagnie nationale du Rhône, qui elle aussi a un business model qui est challengé par les problématiques RSE et principalement le fait qu'il est possible que le Rhône perde de sa capacité à fournir de l'énergie dans les années à venir. Des enjeux et des problématiques qui ne sont pas toujours connus des collaborateurs. Et là, en l'occurrence, la démarche a vraiment permis à tout le monde de prendre conscience que c'était un vrai sujet et qu'il fallait s'en alerter. Et on a des taux de participation qui sont nettement plus forts parce qu'il y a eu cette démonstration-là que ça nous touche tous, quoi, en quelque sorte. Et c'est l'enjeu principal quand on met ces plateformes sur la table, nous, c'est de se dire à quel point, pragmatiquement, on est capable de partager cet impact-là, enfin, l'importance que le sujet peut avoir stratégiquement et à toutes les échelles, en fait. Bah, on revient à... Ouais, c'est-à-dire que le premier levier qui se met en place, c'est le passage par les managers. C'est-à-dire que typiquement, c'est assez facile de... C'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en place, de leur partager les infos et un petit kit pour les mettre en position, de relayer, d'informer, de faire participer. Ça, c'est l'une des bonnes pratiques les plus usuelles en quelque sorte quand on est face à cette problématique d'une population qui pour le coup ne pourra pas s'emparer si facilement que ça du digital. Au fond, ils ont la capacité de s'en emparer parce que la plupart, le taux de possession de smartphones est quand même assez largement développé et ce sont des sites sur lesquels on peut se connecter assez facilement dans sa poche à tout moment. Mais on a souvent eu le cas tout de même d'avoir notamment des organisations syndicales ou des choses comme ça qui nous disent nous ne souhaitons pas qu'ils utilisent leur matériel personnel pour participer à des démarches professionnelles, ce qu'on peut entendre aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution totalement miracle et que là, pour le coup, quand on est sur cette logique de diffusion, on fait le mieux qu'on peut. Mais n'oublions pas dans tous les cas qu'on a quand même réussi à massifier la participation par rapport aux précédentes méthodes, quoi. Il y avait une question au fond. Oui, alors typiquement, ce n'est pas une entreprise qui découvre la participation, des choses comme ça, mais c'est passé par des choses dont on a plus l'habitude, comme des ateliers de parties prenantes. Donc là, on est plutôt dans une logique où on va essayer d'identifier une représentation de notre groupe en invitant une personne de tel site industriel, une personne qui est manager, une personne qui est dans tel service, en se disant que globalement, grâce à cette représentation, on aura une petite idée de ce que pense un peu tout le monde, quoi. Au fond, il y avait une question. Juste si vous pouvez me rappeler sur la totalité des salariés, un peu ce que c'est. Ouais. Non, 57 000 dans le monde entier, ouais. Et en gros, il faut se dire là, oui, il y a un peu plus de 1000 participants actifs. Nous, c'est quelque chose sur la plateforme. On s'intéresse beaucoup au taux de... En fait, il y a des indicateurs, hein, bien sûr, qui vont nous aider de savoir si on a atteint un peu nos objectifs. Il y a un des indicateurs qui est la fréquentation de la plateforme, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une personne qui vient un petit peu se balader sur ces interfaces-là, c'est une personne qui déjà ressort informée, qui petit à petit, si on lui pose la question le mois prochain sur qu'est-ce qui va se passer ou comment est concernée l'entreprise sur les enjeux RSE, globalement, elle aura pris un maximum d'infos sur l'interface. Et tout le monde ne se transforme pas en utilisateur actif qui va aller derrière mettre un commentaire, quoi. Donc en soi, ce deuxième indicateur qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire comment on a réussi à transformer un utilisateur passif qui vient s'informer en quelqu'un qui du coup participe. Donc pour le coup, ça peut aller de 3 à 4% jusqu'à 15-20%, mais rarement plus. Il y a vraiment quand même une grande majorité de gens qui vont déjà être très contents de pouvoir venir découvrir que ça existe, repartir avec une avis très positif de la démarche en se disant c'est bien qu'ils nous aient demandé notre avis, bon il se trouve que j'en ai pas vraiment, mais c'était bien quand même, quoi.
parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. C'est hyper important. J'en reviens à la proposition à la bonne pratique qu'on partage, de dire la participation doit être volontaire, parce que pour le coup, nous-mêmes, si on se pose vraiment la question, on n'a clairement pas des avis sur tout, et si on nous force à avoir un avis sur quelque chose, souvent on a un avis qui n'a pas de sens pour nous, etc., quoi. Pas de questions par là? Une dernière, oui? Ouais, c'était juste sur la... Est-ce que vous avez une idée de la part de l'externe dans le... Ouais. Ouais, tout à fait. En fait, c'est pas une part très importante. C'est un travail complètement différent. Et ça a été beaucoup d'efforts déployés pour avoir une réelle participation en interne. Et pour le coup, les équipes sont relativement contentes des chiffres qu'il y a en interne, alors qu'en externe, c'est une participation qui est vraiment pas forcément énorme. Mais en même temps, les parties prenantes là, ça a beaucoup été une cible autour des sous-traitants, autour des partenaires les plus proches, etc. Donc typiquement, une personne peut mettre la participation au nom de toute l'entreprise qui va être sous-traitante ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses, nous, ça nous arrive souvent. On fait beaucoup de démarches, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec le gouvernement, l'État français, les ministères, quand il y a des démarches de participation citoyenne à mettre en place. Et typiquement, ça nous arrive souvent que des entreprises ou des associations viennent participer au nom de tout le monde sur nos plateformes. Donc en soi, dans les statistiques, c'est une personne, alors qu'en fait, ils viennent porter une sorte de parole officielle au nom de l'avis général de l'entreprise en question, quoi. Oui. Et du coup, donc la consultation a lieu en 2019 Oui, tout à fait. Donc mise en œuvre en 2020 Ouais, en gros, c'est ce que je... c'était là, oui. Ils ont très récemment partagé... alors oui, il y a une première partage de synthèse en 2019, mais la synthèse, en quelque sorte, c'est une manière d'attester que tout a été lu, que tout a été pris en compte, et que maintenant, on passe à une phase où on bosse, quoi. Et du coup, vous avez le retour sur Ouais, moi, je me tiens... à... Ouais, alors là pour le coup, récemment ils ont partagé donc ce qui maintenant est transformé en politique RSE. Et alors c'est encore trop récent pour vous dire que la politique elle a super bien marché et qu'elle est en place, parce qu'elle vient juste d'être partagée. C'est des temps longs, hein, nécessairement quand même si j'ai dit au début qu'on voulait se mettre dans des calendriers plus resserrés. Un calendrier resserré, c'est pas 4 semaines non plus, quoi. C'est des grosses organisations à mettre en mouvement, quoi, forcément. Mais et puis du coup, ça a été aussi, hein, faut pas se le cacher, un vrai travail derrière pour la direction RSE de recueillir toute cette matière. Bien sûr, ça les a beaucoup aidés à identifier ces fameux, on y revient, ces fameux 8 lignes directrices RSE sur lesquelles ils ont pu vraiment se lancer à fond et le décliner en politique concrète. Mais il faut quand même le décliner en politique concrète. On aurait pu typiquement faire une deuxième démarche pour que les participants de la première puissent maintenant essayer de traduire ces enjeux dans des politiques concrètes, mais ça dépend vraiment du niveau de maturité sur la participation qu'on a dans son organisation, et à quel point on ouvre la participation à tous les niveaux du processus de prise de décision, où on a envie de garder une certaine maîtrise à certaines étapes clés, parce qu'on est conscient aussi qu'on peut aller plus vite si on le travaille en interne, ou parce que on a encore quelques réticences ou quelques peurs de se faire déposséder du sujet, même si, encore une fois, nous, quand on travaille avec nos partenaires, on fait la promesse qu'on est capable de ne pas les embarquer dans quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, quoi. Mais c'est pour ça, c'est vraiment une question de maturité. Et là, en l'occurrence, c'était pour Colas une bonne opportunité d'ouvrir une démarche de participation et surtout de véhiculer l'importance de ces enjeux-là. On n'est pas obligé de faire de la co-construction à toutes les étapes, quoi. D'autres questions? Oui.
Ah non, malheureusement. Là, pour le coup, je ne suis pas dans leur... Enfin, depuis, moi j'ai travaillé avec eux donc sur cette démarche-là, mais depuis je suis passé à plein d'autres démarches sur lesquelles j'ai travaillé. Et bien sûr, je suis les communications qui sont faites, mais ils me donnent pas tout leur plan stratégique non plus. Ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir exactement. Et surtout que sur les fameuses autres démarches dont je voulais vous parler, on en a certaines qui sont clairement suivies très facilement des faits, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en gros, là, on a un cas très concret de démarche sur la politique RSE, mais en fait, de la participation, on peut en faire sur absolument tous les sujets. Enfin, tous les sujets stratégiques méritent d'être mis en participation. Et pour le coup, on travaille, je l'ai dit, avec la Poste sur la définition de leur plan stratégique. Là, on est en train de travailler avec la Matmut sur la définition de leur raison d'être. On a travaillé avec Decathlon sur une démarche qui était très RH, qui était tous ensemble, on va co-construire les règles de savoir-être en magasin parce que il se trouve que les chiffres étaient moins bons que d'habitude, il fallait relever la tête et plutôt que de taper sur tout le monde et de mettre des nouvelles règles en créant une surprise et puis de la mauvaise humeur à tous les niveaux dans le magasin, ça s'est fait de manière très positive en se disant vous êtes des gens, on est tous responsables, on est tous dans le même bateau, on est challengé là-dessus, donc on va réfléchir ensemble et finalement là c'est très concret, en un mois et demi il y a une nouvelle charte qui a été mise en place, signée, appliquée et qui est contraignante pour tout le monde quoi. Donc ça c'est une autre possibilité. Avec le groupe MGEN, on s'est plutôt tourné vers l'externe sur des sujets de société. Alors ça c'est intéressant aussi. Eux ils se sont emparés d'un sujet qui est assez stratégique pour eux, qui est la question du transhumanisme en tant qu'assureur. Typiquement si la science va dans un sens ou dans un autre, ça change leur business model et la façon dont ils doivent rembourser telle chose ou telle autre. Donc ils veulent s'emparer de ce sujet et ils ont proposé de faire un débat citoyen autour de ces questions. Avec Carrefour, ils se sont adressés à leurs clients pour se dire on est très conscient que vous nous challengez sur la présence du plastique dans nos magasins. Pour le coup, on fait beaucoup de choses dessus, mais vous ne le savez pas toujours. On veut vous prouver qu'on prend le taureau par les cornes, donc sur une plateforme. Un peu comme l'a fait Colas, ils ont posé 50 idées, 50 propositions très concrètes, applicables potentiellement dans les 6 mois, de choses qui peuvent réduire le plastique, en disant à leurs clients, typiquement, dites-nous si nos idées sont bonnes, si on va assez loin, s'il y en a pour lesquelles vous pensez que ce n'est pas vraiment des bonnes idées, et surtout dites-nous si vous en avez d'autres, des alternatives, parce que ces 50 idées, potentiellement, il y en a 10 ou 12 dans ces 50, elles ne sont pas si top que ça, on ne va pas les faire, par contre vous allez nous en donner 10 autres qu'on va mettre à la place. Et là typiquement c'est une démarche qui a eu lieu à l'automne 2019, et ils se sont eux engagés à l'époque à répondre aux 100 idées les plus partagées et à mettre en place les 10 idées les plus pertinentes, et là il y en a déjà 3 ou 4 de ces idées dont les expérimentations concrètes en magasin ont déjà été terminées et où ils ont invité le porteur de l'idée en magasin pour venir constater par eux-mêmes et faire le ROI par lui-même de la pertinence de l'appliquer à tous les magasins ou pas derrière. Donc là, on est dans des démarches qui allient à la fois l'efficacité décisionnelle, mais aussi une démarche pour valoriser les efforts qu'ils font sur le sujet, le faire savoir, etc. Parce que là, pour le coup, on est sur des plateformes où il y a beaucoup plus de gens qui viennent dessus. Carrefour, sur cette démarche, ils ont plus de 5000 propositions, par exemple, d'idées de gens qui leur remontent, quoi. Donc voilà, la participation, c'est sur tous les sujets, quoi. Et puis, si je peux prendre une dernière question, sinon je vous souhaite un bon après-midi et un bon salon.